souriez, vous êtes en Meuse. Et quand vous rentrez dans ce département, souriez, vous êtes en Meuse. Un petit peu derrière, on aperçoit un bâtiment qui s'appelle le laboratoire de l'Andra. Mais ça, on va vous l'expliquer. Mais tout d'abord, pourquoi on est sur cette scène aujourd'hui? Quelle est l'idée de faire cette conférence qui s'appelle Pourquoi Bure? En fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre un petit garçon qui a vécu à 10 km de ce village qu'on appelle Bure, qui a vécu à Audlincourt, et qui s'est éloigné de la Meuse, et quelques années plus tard, à 900 km de là, il est devenu député. Ce petit garçon, c'est Christophe, c'est moi, et qui a eu la chance de rencontrer une petite fille que je laisse se présenter. Eh ben moi, c'est Angélique, et moi j'habite à 70 km de Bure, au nord, dans un petit village qui s'appelle Vadlincourt. Et donc on s'est rencontrés l'année dernière et on a eu l'idée de faire, enfin l'idée, non, cette conférence elle est née il y a un mois, on a dit il faut à tout prix qu'on parle de Bure. Alors avant de vous parler de Bure, on va vous parler un petit peu de ce département qui est méconnu. Tout le monde connaît la Meuse. Est-ce que vous pouvez me citer une ville de Meuse? Oui, Bure. Les Gilets jaunes de Commercy. Commercy. Mais j'ai entendu une ville qui reste dans la mémoire et qui reste gravée dans la mémoire de beaucoup de générations, c'est Verdun. Alors déjà la Meuse a été marquée historiquement par une grande bataille en 1916 qui est Verdun, qui a concerné énormément de personnes, de familles, parce que tous les soldats à l'époque, contrairement à la bataille de la Somme, étaient obligés d'aller combattre à Verdun pendant 6 mois. Il y a eu plus de 600 000 morts et disparus, 1 million de bombes par jour, 6 bombes au mètre carré, et ça a laissé forcément des traces dans le PIB, des traces dans le nord de ce bâtiment, de ce département, et derrière, il y a eu des villages qui ont disparu. Donc ça, c'est déjà il y a eu déjà un exode rural très important, parce que le nord du département a été complètement détruit. Mais le pire, c'est que ça a généré aussi ce qu'on appelle l'agriculture intensive, parce que, comme le dit très bien Gaspard Lenz, les chars ont été transformés par des tracteurs et les gaz moutards par des engrais. Donc la Meuse est devenue aussi un laboratoire de l'industrie de l'agriculture intensive. Donc voilà, moi ça me cause énormément, parce que mon grand-père a fait la guerre de 14-18 et a connu Verdun, comme tous les soldats. Donc déjà la Meuse, ce qui reste dans la mémoire des gens, c'est une célèbre bataille, la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Et voilà, et ça, pas qu'à Verdun. Moi, je suis née à Verdun, mais à Vadlincourt, dans mon petit village, on voit encore des traces. Alors, certaines sont visibles et certaines sont invisibles de cette grande guerre. Et pour vous expliquer exactement que sont ces traces invisibles, et ben, je vous cite une petite anecdote. Il y a un village au nord de la Meuse, s'appelle Muserey. Et dans ce village, en fait, il y avait les forestiers, les travailleurs forestiers qui allaient dans la forêt, dans une clairière, manger sur une place qui s'appelait la place à gaz. Et en fait, on s'est aperçu par des lanceurs d'alerte que cette place à gaz, c'était un endroit, après 14-18, juste après, où on a désobusé. C'est-à-dire qu'on avait plein d'obus qui n'étaient pas utilisés, on ne savait pas quoi en faire, ils avaient été faits avec plein de cochonneries chimiques, du gaz moutarde entre autres, mais plein d'autres choses. Et il y a une entreprise qui avait désobusé à cet endroit-là, c'est-à-dire qui a fait exploser les obus. Je ne vous dis pas le village de Muserey, comme ils ont subi, ils n'en voulaient pas, ils ont été obligés d'accepter cette entreprise de désobusage qui, en plus, était très bruyante. Ils venaient de vivre la guerre, ils venaient de vivre les bombardements, et on leur imposait encore des bombardements. Et donc, cette petite place à gaz, 100 ans plus tard, eh bien, on avait oublié qu'en fait, elle était très dangereuse et polluée. Et elle a été fermée ensuite par la préfecture quand les lanceurs d'alerte ont agi. Donc voilà, c'est pour faire un petit lien avec le projet qu'on va vous expliquer ensuite. Et du coup, je vous invite à regarder l'excellent documentaire qui s'appelle Histoire oubliée. Ça s'appelle Un héritage empoisonné d'Isabelle Masson-Lotz, qui justement raconte cette histoire que même nous, on ne connaissait pas. Et que 100 ans après, on est incapable de savoir où sont enfuis ces fameux obus, parce qu'en 1920, tous les obus qui n'avaient pas éclaté sur les fronts belges et français sont venus, on les a enterrés encore dans ce département oublié et sacrifié. Donc concrètement, le petit garçon qui est devant vous, qui est devenu un petit peu plus âgé, moi je vivais à Audlincourt, et dans un petit village, vous savez, dans les petits villages, comme l'explique très bien Benoît Coquart, il faut être ce qu'on appelle la bonne réputation. Vous savez, la ruralité, il faut avoir la bonne réputation. Et on est toujours le fils d'eux.
Alors mon père et ma mère étaient petits commerçants, il s'appelait Georges, donc il était surnommé Jojo, donc j'étais le fils du Jojo. Et à terme, je me suis fait surnommer Jojo. Je vous raconte tout ça parce que c'est un peu l'histoire de la ruralité qui existe encore, mais qui existait beaucoup en Meuse. Tu as connu ça aussi dans ton village, je veux dire, on a la fameuse réputation. Et donc, il arrive un moment quand on est jeune ou quand on devient un jeune adulte, on a envie de se barrer, quoi, parce que c'est un peu étouffant, c'est un peu stressant. Et cette ruralité-là, on n'a qu'une chose, on n'a qu'une envie, c'est dès qu'on a un vélo, une mobilette ou une bagnole, c'est se barrer. Et donc, j'ai fui ce monde qui ne me correspondait pas. Et comme beaucoup de jeunes de cette génération, mais on peut retrouver ce même phénomène avec les jeunesses qui vivent dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, ou dans les départements comme la Meuse, la Bretagne ou le Sud-Ouest, et bon, on passe un concours dans la fonction publique, on devient soit flic, soit enseignant, ou moi je suis rentré à l'époque au PTT. Donc j'ai fui ce territoire. Alors moi, j'ai fui un peu plus tard et moi, j'étais la fille du maire. Ça, pendant 25 ans. Voilà. C'était assez lourd à porter en tant que petite fille, puis jeune fille. Et puis, j'ai fini quand même par quitter la Meuse par un événement professionnel. Et c'est là que je me suis rendu compte, en quittant la Meuse, à quel point je portais la conscience, à la fois même au-delà de la conscience, la mémoire de la Grande Guerre. Quand on est près des cimetières militaires et quand on grandit près des cimetières militaires et de Douaumont, donc le champ de bataille de Verdun, on ne se rend pas toujours compte, puisqu'on vit avec en permanence, on ne se rend pas toujours compte qu'on porte vraiment cette mémoire. Et aussi, bien sûr, j'avais en moi, et je me suis toujours déplacée, et encore aujourd'hui devant vous, je me déplace avec en moi la vie, la mémoire de la vie en ruralité. Et c'est ça que je porte, et c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui avec vous. C'est à toi. Alors, il va y avoir un événement politique peut-être local, mais qui va avoir son importance, qui a encore son importance actuellement. En 1978, souvenez-vous, pour les plus anciens, les élections législatives, et on va avoir un animal politique qui va arriver en Meuse qui s'appelle Gérard Longuet. Gérard Longuet, toujours et actuellement sénateur, mais il va arriver en 1978 et il va prendre comme suppléant, comme tout bon député, il va prendre le maire de Gondrecourt-le-Château qui s'appelle André Droico. Et Gondrecourt est à 12 km de Bure. Et pourquoi il prend ce maire pourquoi il n'en prend pas un autre? Il y a un homme politique très important qui est originaire de Gondrecourt-le-Château. On l'a un petit peu oublié. Il s'appelle Louis Jacquinot. Ça ne parle pas beaucoup à très peu de gens, mais il faut savoir que ce personnage, un ancien combattant de la guerre de 14, mais il a été député 11 fois. Il a été ministre pendant la 3e République, pendant la 4e République et pendant la 5e République. Et il a même failli, en 1953, contester la présidence de la République. Il succédait à Vincent Auriol. Il s'était présenté à l'époque sous la 4e République, c'était le Parlement qui élisait le président de la République. Il a failli à deux doigts. Il n'a pas été élu d'après l'histoire. Normalement, il avait toutes les qualités, compagnon de la Libération, il avait un cursus énorme et tout. Mais à l'époque, il était homosexuel et en 1953, l'homosexualité ne passait pas bien. Ça lui a coûté la présidence de la République et il aurait pu succéder à Vincent Auriol. Ce qui est assez rigolo parce que, disons que Louis Jacquinot, il était dans la Massirco quand j'étais gamin et moi maintenant, le Massirco, c'est Muret. Et Vincent Auriol est originaire, il était maire de Muret. Donc j'aurais eu les deux présidents de la République de cette époque-là. Enfin, voilà, cet événement politique de l'arrivée de Gérard Longuet a son importance parce que à partir de là, il va mener une politique très agressive vis-à-vis des élus et ça va être un véritable baron local, Gérard Longuet, un animal politique qui est peut-être méconnu, mais il faut savoir que très redouté, même Nicolas Sarkozy se méfiait de Gérard Longuet parce qu'il a été ministre en 1986, il a été ministre en 1993 sous Balladur, 86 sous Chirac, et il est revenu sous Sarkozy, ministre de la Défense, et il serait même redevenu ministre si Fillon avait gagné. Et il est toujours présent dans le paysage meusien. Voilà, comme d'autres barons locaux, si toi tu as grandi à Gondrecourt avec Jacquinot, moi c'était plutôt avec Jean-Louis Dumont. Qui a été élu 7 fois député. Alors courant PS, courant dinosaure, plutôt macro-compatible, et qui a tout de suite fait valoir un soutien indéfectible au projet de méga poubelle qu'on va vous présenter un peu plus ensuite. Alors, il m'arrive, parce que j'ai encore un tout petit peu de famille et des copains qui habitent en Meuse, donc il m'arrive de faire mes 900 km, c'est-à-dire prendre la diagonale du vide, vous voyez Toulouse,
Et vous voyez la Meuse, donc on reprend la diagonale du Vin, et je refais un tour en Meuse, et il y a énormément de changements. Alors c'est vrai que dans les villages dans lesquels que je connaissais de mon enfance, il n'y a plus aucun commerce. C'est le lot de 70% des communes où il n'y a plus un seul commerce de proximité en Lorraine, mais même, on va dire, c'est un peu général en France. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de postes, les écoles sont intergroupées, enfin c'est le désert complet. Mais il y a une chose qui est toujours frappante, c'est que malgré ce désert-là, les monuments sont jolis, les églises ont été nettoyées. Il y a même des salles polyvalentes dans le village de Bure, qui a 82 habitants. Il y a une salle polyvalente, il y a des trottoirs, il y a des éclairages publics, il y a des jeux pour enfants, des tables de ping-pong. Enfin, il y a tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est un peu le désert atomique. Et les 1 milliard d'euros, même plus, qui ont été déversés depuis que le laboratoire, depuis l'Agence nationale des déchets radioactifs, a pris ce département, enfin le département de la Meuse Haute-Marne, eh ben, ils ont inondé de fric toutes les communes. Donc forcément, ben, il y a énormément d'argent. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ben, on fait les trottoirs, même s'il n'y a plus personne qui marche sur les trottoirs. Je veux dire, c'est quand même de la folie. Et puis les conséquences de ça, c'est que ben, la population, comme je vous disais, c'était un département, on va dire, de droite conservatrice, même si les Bar-le-Duc, Commercy et Verdun ont eu des maires socialistes de tendance, on va dire maintenant, tendance Hollande-Valls, mais dans les villages, c'était la droite conservatrice. On n'est pas loin de colomber les deux églises, hein, Général de Gaulle ou Dorémy la Pucelle, avec Jeanne d'Arc. Mais là, quand je retourne dans mon département, bah, dans mon village, ça vote à 69% au deuxième tour de l'élection présidentielle pour l'extrême droite. Donc on voit bien que ce département, ce désert atomique, et maintenant bah, les gens le subissent et leur révolte, c'est avec le bulletin de vote. Voilà, alors ça c'est au niveau national, mais au niveau local, eh bien, il y a une petite caste de notables et d'élus locaux qui sont réélus, un peu comme Longuet. Si Longuet se représentait, il ne va pas le faire, mais s'il se représentait maintenant, mais il serait encore élu, malgré qu'il soit vieux, de droite et un très laid personnage pro-nucléaire. Il serait encore élu parce que voilà, c'est les départements ruraux, on fait confiance aux gens qu'on connaît depuis longtemps. Et puis, voilà, il y a des connivences entre eux. Et donc, cette manne financière, en fait, que les élus utilisent, par ricochet, forcément, c'est aussi des retombées électorales pour eux. Parce que faire une salle des fêtes et un trottoir magnifique, les gens, ils vont peut-être revoter pour vous. Mais ce territoire qui est perfusé au nucléaire, en fait, ça l'handicape complètement, puisque les élus ne cherchent plus à avoir des subventions d'une autre manière, ne cherchent plus à avoir un développement de territoire autrement qu'à travers le nucléaire. Donc c'est un territoire qui est complètement perfusé au nucléaire. Donc on est comme dans une pub, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est avec une blouse blanche et qui va vous faire présenter une pub de dentifrice, qui va vous dire il faut acheter ce dentifrice. Eh bien avec Landrin, parce que non seulement ils ont fait le laboratoire, ils ont fait une écothèque, ils ont fait un musée, toutes les classes primaires du coin font des voyages scolaires, enfin des visites du laboratoire. Donc dès la plus jeune génération, ils les prennent en primaire, on va visiter le laboratoire de l'Agence nationale des déchets radioactifs, CIGEO, le Centre industriel géologique. Donc Bure fait partie intégrante du paysage, et c'est pas, enfin disons que il faut savoir que c'est depuis 1994 que des gens luttent au niveau de la Meuse, mais il y a eu énormément de manifestations, de rassemblements, de regroupements, de pétitions. Les gens essayent de s'opposer, de contredire, enfin dire cette force de frappe qui est énorme. Ils ont la presse régionale avec eux, forcément, ils ont tous les élus avec eux. Rares sont les élus qui s'y opposent, parce que si vous êtes un élu local que vous opposez, vous perdez du coup des subventions. Donc vos concitoyens vous disent « Ah mais toi t'es un peu con, pourquoi tu n'es pas pour CIGEO, parce que du coup, nous aimerions bien nous aussi avoir des trottoirs tout neufs et tout ça. » Donc il y a une pression très forte au niveau des élus, et donc c'est très difficile de résister. Et puis au fur et à mesure, il y a un mouvement historique qui s'est créé, puis après il y a eu des jeunes militants qui sont venus renforcer cette lutte, et derrière il y a une répression hors du commun qui s'est mise en place à Bure. Tout ce qui avait mis en place contre la lutte antiterroriste a été mis en place à Bure avec des surveillances. Et donc il faut beaucoup de courage, et encore beaucoup de courage pour s'opposer au régime atomique, ce que j'appelle à Landraland, et à monsieur Big Man atomique, Jean Longuet. Et tu peux nous en dire quelque chose, parce que tu as participé activement.
je participe encore. Et effectivement, j'ai fait, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai quitté la Meuse, et puis lors de ce détour, parce que finalement je suis revenue en Meuse pour des raisons familiales, et lors de ce détour, entre-temps, j'étais devenue militante. Et effectivement, quand on revient militant en Meuse, on ne peut pas échapper au projet CIGEO. Et si je le connaissais, ce projet, parce que mon père, en tant que maire, avait refusé, à un certain moment, on a demandé aux communes de Meuse si elles étaient candidates pour recevoir le labo. Et mon père avait refusé déjà à l'époque, on en avait même discuté tous les deux, et c'est sous mes conseils où j'avais dit « oh ça pue ce truc-là, refuse ». Et donc on avait une discussion, mais je ne savais pas que quelques années plus tard, en fait, ce projet allait devenir le centre de ma vie, puisque depuis 2016, depuis le moment où on a occupé un bois qui s'appelle le bois Le Jus, pour empêcher les travaux de commencer, l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets, de gestion des déchets radioactifs, voulait commencer sans autorisation ces travaux. On a gagné au niveau juridique. Ça nous a permis d'occuper cette forêt pour être sûr qu'elle soit protégée, qu'on ne la rase pas. Et à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas rasée, mais on aura besoin de vous quand ils vont essayer de le faire, parce que maintenant, petit à petit, ils vont gagner tous les recours juridiques. Je ne savais pas que ça allait être le centre de ma vie. Et en fait, je lutte depuis ce grand projet inutile et imposé, le plus grand d'Europe peut-être, même certainement en termes de coûts. On parle d'un coût caché parce qu'officiellement c'est 25 milliards d'euros, mais le réel coût, quand il y a des journalistes qui enquêtent ou quand on traîne ses oreilles dans les couloirs, c'est plutôt 100 milliards. La longévité, c'est 100 000 ans. Et la toxicité, vous imaginez, puisque ça reste toxique pendant 100 000 ans, c'est les déchets de haute activité et de moyenne activité, mais c'est des déchets en fait que l'homme ne peut pas approcher et qui resteront toxiques pendant ces 100 000 ans. Donc voilà, c'est le plus grand projet industriel et imposé d'Europe. C'est vrai qu'on est toujours interpellé, on nous dit mais il faut bien faire quelque chose des déchets. Et l'ANDRA nous dit mais vous savez, ça représente que 3% des déchets nucléaires. Ça va, quand vous n'allez pas nous en faire des fromages, il y a déjà plus de 200 sites en France où on enfile des déchets radioactifs. Ils oublient juste de dire que ces 3% de déchets qu'ils veulent mettre à Bure, ils représentent à eux seuls, ces 3%, 99,8% de la radioactivité produite. Donc c'est vraiment la crème de la crème, je veux dire, qui réserve pour la Meuse. C'est vraiment le truc, on ne sait pas quoi en faire en fait. Ils ont beau imaginer des destins, on ne sait pas les manipuler. Donc comme on dit, il n'y a pas de solution pour ces déchets. Il y en a peut-être des moins mauvaises, mais il n'y en a pas. Et donc c'est vrai que moi je vais te laisser prolonger là-dessus, parce qu'il y a un débat. Peut-être on peut expliquer quand même déjà qu'est-ce que c'est le projet, parce qu'on ne vous l'a pas dit jusqu'à présent. Juste le principe de ce projet, il est assez simple. L'ANDRA n'aime pas quand je dis ça, mais pourtant c'est ça. Philosophiquement, il faut bien écouter ça. On creuse, on ne sait pas quoi faire de nos déchets. Et d'ailleurs, sachez que l'industrie nucléaire ne sait faire que ça. C'est-à-dire, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle creuse un grand trou à 500 mètres sous terre. Elle fait 300 km de galerie. Elle accumule tous les déchets là pendant 150 ans, tous les déchets qui ont été produits depuis l'ère nucléaire en France, pas tous les déchets, mais 99% de la radioactivité produite par la France. Et ensuite, elle referme. On dit 150 ans, mais a priori, s'ils font vraiment le nouveau nucléaire, ça sera plutôt 200 ans de chantier. On parle de 200 ans de chantier. Une fois que ce trou il est rempli de déchets nucléaires, je vous rappelle, 300 km, c'est l'équivalent du métro parisien, on bouge et on croise les doigts pour que personne, dans les 100 000 ans à venir, c'est-à-dire les civilisations à venir, n'aille creuser à cet endroit. Ça, c'est le projet CIGEO. Et ce qui est vraiment dangereux, alors ça, là, on pourrait se dire, bon, c'est en France, c'est à Montmeuse, c'est vraiment très situé, mais l'ANDRA est enfin en train d'exporter son modèle à travers le monde, puisque tous les pays nucléarisés ne savent pas quoi faire de leurs déchets. Et donc, l'ANDRA, en bonne VRP, va dire mon projet, c'est le meilleur. Donc, elle voudrait en fait transformer la Terre en gruyère radioactif, puisqu'on ferait des trous un peu partout pour enterrer nos déchets, quoi. Donc, c'est peut-être le moment où on doit vous reparler de l'industrie nucléaire qui produit ces déchets. Donc, cette industrie qui est quand même colonialiste. À la base, l'uranium, il vient du Niger, de Kazakhstan, de haute démocratie. Vous avez vu en ce moment au Niger, ils ne sont pas trop contents. Et il y a quelques problèmes qui se posent. Là aussi, on laisse des déchets. Il y a une mine fermée, en sous-sol qui a été fermée. On n'en fait rien du tout. Pour l'instant, les déchets de cette mine ne sont absolument pas gérés. Et ça laisse sur la paille toute la population qui s'était installée là, autour de la mine d'Arly. Ils n'ont plus rien à faire, ils sont perdus. Donc c'est une entreprise, une industrie colonialiste, et puis bien sûr cette entreprise qui produit énormément d'électricité, eh bien elle nous amène à un capitalisme effréné et elle pousse à du consumérisme sans remettre en cause finalement notre consommation.
Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'on oublie souvent quand on parle du nucléaire civil, c'est que tout ça repose et est complètement lié au nucléaire militaire, que la France est aussi en train de relancer, alors que là, le 6 et 9 août, on a commémoré le bombardement, plutôt un hommage aux victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le 6 et 9 août. Donc c'est quand même important de se rappeler que le nucléaire civil produit des déchets effectivement qui seront à Bure, mais il y a aussi le nucléaire militaire et ils se retrouveront aussi à Bure. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Bure, vous avez compris l'ampleur du projet. Ils vont creuser un trou, ils vont fuir en même temps, sur 150 ans, 200 ans. Même le fait de dire ça, des fois, on dit un chantier sur 200 ans, vous imaginez, c'est 7 ou 8 générations d'ouvriers qui vont travailler. C'est comme si on parlait d'un chantier qui avait commencé au début du 19e siècle, sous Napoléon, et puis qui ne sera encore pas fini. Il y a le délire, quoi. C'est du jamais vu, avec des sommes faramineuses. Mais moi, il y a deux points qui m'interpellent, parce que tout ça, ça a été dit, il y a plein de documentation qui dénoncent tout ça. Mais quand je remonte en Meuse, c'est justement ce que je vous disais, c'est la mutation de ce territoire, qui devient dans une zone où il ne fera pas bon vivre, parce qu'on pourrait se dire, les élus nous donnent de l'argent pour faire un développement économique, et en fait, l'objectif, c'est non. Cet argent-là, il est justement pour empêcher un développement économique, pour empêcher que les gens viennent habiter en Meuse, parce que depuis que Longuet arrive en Meuse, la population de la Meuse a baissé de 10 à 15%, dans une France qui a augmenté de 23%. Donc on ne peut pas dire que l'argent qui a été injecté, je veux dire plus d'1,3 milliard, et puis il va y en avoir encore pendant je ne sais pas combien d'années, au contraire, le but du jeu, c'est pour désertifier complètement ce bout de territoire. Déjà 3 communes, c'est Bure, Mandres et Saudron, qui vont devenir des cimetières, je veux dire carrément, ils vont disparaître parce qu'ils vont être complètement envahis par le site. Donc ça, c'est déjà cette mutation du territoire qui devient dans une zone incompatible avec la vie. Et puis, c'est vraiment un mépris de la population. Moi, je l'avais lu sur un rapport, on considère ces gens, les Meusiens dont nous sommes, comme des ploucs. Ça a été écrit noir sur blanc, que c'était que des ploucs, des vies qui comptent moins que les autres. Voilà. On ne va pas faire le laboratoire près d'un grand centre urbain, non, on va mettre ça en Meuse. Ils ont déjà connu la guerre avec Verdun, donc on va en mettre en plus. Donc ça a été dit, colonisation, négation, mensonge. Et après, c'est très difficile qu'on habite à côté d'un site comme ça, parce que ça fait partie du quotidien. Et si opposé, les gens me disaient, ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et puis c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est tellement loin. On vous parle d'un truc, là, à 200 ans. Même quand ils vont commencer, c'est dans 50 ans. Bon, on ne sera plus là, nous, déjà. Enfin, je veux dire, et puis le nucléaire, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, ça n'a pas d'odeur. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de lutter contre un laboratoire souterrain que contre, je dis n'importe quoi, un aéroport, par exemple. Ou un tunnel. Ou un barrage. Parce que c'est visible, c'est concret. Et pourtant, les enjeux sont beaucoup plus énormes. Parce que s'ils arrivent au bout de ce projet, c'est pour 100 000 ans, 200 000 ans. Et puis dès que le bouchon est refermé, c'est mort, quoi. Tandis qu'un aéroport, s'il est construit, on peut toujours les détruire, c'est réversible. Ce qu'ils vont faire à Bure, c'est réversible. Et puis l'échelle de grandeur est complètement différente. Je crois que Notre-Dame-des-Landes, c'était de l'ordre de 300 millions. Enfin, là, on parle de 100 milliards, on parle de milliers, centaines de milliers d'années. Et puis on parle de l'atome, on parle du nucléaire dans un pays comme la France, qui a été un des pionniers au niveau du nucléaire. Donc on s'oppose à la force de l'État. Donc forcément, les gens qui habitent sur place, ils sont rudement démunis pour lutter, et ils ont comme un sentiment de honte de ne pas pouvoir se rebeller. Il y a une diversité des réactions, quoi. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils ont fabriqué autour de Bure une impossibilité d'agir des populations. Sauf quelques militants, militantes comme Angélique, ou tous les jeunes qui sont venus, ou tous les historiques qui sont là depuis des années, mais qui fatiguent. Mais sinon, la population en général, elle est complètement assommée, et on ne peut pas leur en vouloir de ne pas s'engager. Pour eux, ça fait partie du décor. Bon, la population, il y en a quand même qui résistent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette emprise que l'Andra a sur le territoire, ça a changé les lignes. Même, vous savez, dans la ruralité, il y a des grandes familles qui s'engueulent depuis des générations qui ne savent plus pourquoi ils s'engueulent. Eh bien, même ces lignes-là ont bougé, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont pro-CIGEO, le nom du projet, ou anti-CIGEO. Donc ça a vraiment changé, impacté socialement même leurs relations.
Au-delà du fait que l'Andra paye une boulangerie, l'Andra crée un relais postal, il y a les tableaux numériques sont payés par l'Andra dans les écoles, donc il y a l'Andra partout, l'Andra échange des terres agricoles, donc elle s'immisce petit à petit comme ça dans le territoire et dans les esprits. Malgré tout, il y a des gens qui résistent, et que ces gens qui résistent, ils sont fichés systématiquement, c'est-à-dire que tous les gens qui sont connus sur le territoire qui habitent là, que ce soit des opposants nouvelle génération ou des historiques qui sont nés, comme toi, si tu habitais encore à Audlincourt et que tu étais opposant, eh bien en fait les flics passeraient devant chez toi et ils filmeraient systématiquement toutes les voitures qui arrivent chez toi et qu'ils ne connaissent encore pas. Ils prennent les plaques d'immatriculation. Si tu es dans ton jardin et que tu fais une réunion, ce qui nous arrive régulièrement parce qu'on n'aime pas être enfermé, donc on se met dans le jardin, eh bien il y a les flics qui passent et qui filment comme ça avec leur téléphone. Voilà, enfin, c'est très très oppressant. Et puis ça, c'est la répression, le fichage, le contrôle au quotidien, mais il y a aussi la répression judiciaire, dont vous avez entendu parler il y a peu avec les soulèvements de la terre. Et bien nous, en 2018, on a subi exactement la même chose. Moi-même, j'en étais victime. Je me suis retrouvée en garde à vue 57 heures. Je me suis retrouvée mise en examen, puis en procès. Je suis toujours en procès, je vais en cassation, condamnée à 4 mois avec sursis. Qu'est-ce qu'on me reproche? Rien. À la fin, on accouche d'une souris. Au départ, on m'accuse d'être en association de malfaiteurs. Puis finalement, l'enquête n'arrive à rien prouver, malgré les 24 000 pages de surveillance sur ma vie et sur celle de mes camarades. La répression que j'ai subie avant même d'être condamnée, puisque j'avais plus le droit de voir mes camarades, j'étais en contrôle judiciaire, j'avais plus le droit d'aller à Bure, j'avais plus le droit même de sortir du territoire. Voilà, cette répression-là qu'on a subie, elle accouche d'une petite souris. On aurait participé à une manif qui n'était pas déclarée. Alors, elle n'était pas interdite, mais pas déclarée, et on est condamné à 4 mois de sursis pour ça. On a bien sûr fait appel, puisqu'on ne va certainement pas se laisser faire. La répression ne nous a jamais arrêtés. En tout cas, moi, elle ne m'a jamais arrêté. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui devant vous. Mais ce qui peut-être on n'a pas dit tout à l'heure et qui est important, c'est qu'en fait l'État nous presse. Et pourquoi il y a une telle répression sur nous? Parce que l'État a besoin vraiment de CIGEO. L'État a besoin de vendre son nouveau nucléaire en disant j'ai la solution pour mes déchets. Et en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a que des options, mais absolument aucune solution. À travers le monde, il n'y a aucun projet finalement qui a fonctionné. Il n'y a pas d'urgence à gérer les déchets, parce qu'ils sont là pour des milliers d'années. Et pour l'instant, on n'a pas une seule bonne option. Ça veut dire qu'il faut bien les mettre quelque part, effectivement. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les mette en surface près de chez vous, ou en subsurface dans une montagne, peut-être aussi près de chez vous, ou bien juste en dessous de la Meuse, à 500 mètres sous terre. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait toujours pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à décider ça. La première des urgences, puisqu'on ne sait pas quoi en faire, c'est d'arrêter d'en produire. Et nous, à Bure, ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on aura arrêté d'en produire et qu'on aura pris la décision politique d'arrêter d'en produire, alors nous, tous et toutes, y compris les citoyens, citoyennes, puisqu'on est tous des producteurs de déchets électriques, eh bien, on se posera pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait des déchets. Mais avant, on ne va pas se poser, on ne va pas réfléchir avec les producteurs de déchets à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de leurs déchets qui n'arrêtent pas de produire. C'est vraiment le credo de Bure. Ailleurs, il y a toujours de l'espoir, même sur des luttes comme celle-ci, parce qu'en 2024, ils souhaitent réactiver une ligne de chemin de fer, parce que Bure va nécessiter énormément de matériaux, de l'eau, et puis après, il faudra enfuir les déchets. Donc, ils vont réactiver une vieille ligne de chemin de fer qui passe de Lyon-en-Barrois, qui passe dans Mont-Patelin et tout ça. Donc, peut-être qu'en faisant ce chantier-là, ça va donner de la visibilité au projet. Ça va traverser de nombreux villages, les gens vont se dire « Ah, mais c'est là que le train, il y aura après quand ils vont emmener les déchets, mais ça c'est à l'horizon 2050, 60, j'en sais même Jamais. pas. » On n'espère jamais, mais il y aura 2 trains, ce qu'on appelle les fameux trains Castor, 2 trains par semaine, c'est-à-dire sur 150 ans. Bon, 2 trains par semaine, ça fait 100 trains par an. Et puis sur 150 ans, ça fait 15 000 trains, vous imaginez. Et donc les gens ils commencent à se poser des questions, parce que la ligne de chemin de fer, elle va passer à côté des habitations. Et puis il va falloir énormément d'eau pour le chantier, parce qu'il va falloir énormément de béton. Donc ils vont être obligés de purger dans les nappes phréatiques. Donc ça, peut-être, on se dit, ça peut faire bouger les gens. Et puis les élus commencent à en avoir un peu ras-le-bol. Ils contestent un peu, parce que bon, ils ont eu quand même pas mal d'argent, mais ils en voudraient un peu plus, parce qu'on leur a dit, mais quand CIGEO est validé, on va continuer à vous donner de l'argent. Enfin, il faut accepter le projet. Sauf que là, ils vont réduire la dotation. Donc les élus disent, ah oui, mais alors là, ils sont plus... Donc peut-être que... Et puis il y a une nouvelle génération d'élus. Et puis il y a aussi des militants qui sont insérés en Meuse, qui achètent des maisons. Et l'objectif, c'est de se faire élire dans les conseils municipaux pour faire bouger les lignes.
Donc peut-être le projet est long, mais les militants aussi, ils ont de la patience, et peut-être que c'est dans les enfants et les petits-enfants des militants qui gagneront la partie tellement ce projet, enfin, c'est un projet complètement du temps, on vous parle d'un truc, là, on vous en parle, et puis on risque d'en parler encore, j'espère pas, qu'il sera peut-être, mais si jamais Bure est abandonné, c'est une énorme victoire sur tous les projets complètement inutiles, et on met en cause, justement, ce que disait Angélique, le projet nucléaire en France, parce qu'ils n'auront plus le train d'atterrissage. On n'a pas le train d'atterrissage de notre filière industrielle nucléaire. C'est-à-dire que c'est comme si on avait construit une maison, mais on a oublié de construire les chiottes. Et Bure, c'est les chiottes. Et tant qu'ils n'auront pas ouvert les chiottes, ils ne peuvent pas valider la filière. Donc si on gagne à Bure, c'est tout le projet nucléaire en France qui tombe par terre. Du coup, tu as parlé des élus. Moi, je suis moi-même élue de mon village, conseillère municipale. Et souvent, je suis en contact avec des élus meusiens. Et souvent, ce qu'ils disent, bah oui, mais bon, on a accepté les subventions. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un impact moral important pour eux. Et moi, je leur dis tout le temps, en fait, tu n'avais pas le choix. La Meuse, depuis 14-18, n'a jamais remonté démographiquement. Elle s'est vraiment désertifiée. L'agriculture intensive en a ajouté une couche, puisque on a perdu énormément de paysans, on a perdu énormément de dynamisme. Et je leur dis, en fait, tu n'avais pas le choix. C'est une forme de corruption légalisée. Mais en aucun cas, quand tu acceptes une subvention de ce qu'on appelle le GIP, le groupement d'intérêt public, que l'ANDRA gère plus ou moins avec tout un conseil, en fait, et ce GIP, il est alimenté par le commissariat à l'énergie atomique, par EDF et par Orano-Areva. En fait, c'est les producteurs de déchets qui alimentent ce GIP à hauteur de 30 millions par an et par département, sont versés pour les élus, enfin pour les subventions, même pour les associations, pour les écoles, enfin tout le monde touche cet argent-là. Et ce que je dis aux élus, c'est au moment où tu as touché la subvention, il n'y a rien dans ton contrat qui disait tu dois accepter CIGEO, tu ne dois plus jamais dire non à CIGEO. Et en fait, même en leur disant ça, ils disent ah oui, tu as raison, mais quand même, moralement, c'est difficile de résister, c'est difficile plutôt de mordre la main de celui qui vous a nourri. Donc on voit quand même l'impact sur les élus. Et peut-être qu'on peut redire pourquoi, parce que tu disais on va gagner cette lutte, machin, on se pose la question souvent, pourquoi CIGEO ça ne marche pas, quoi. C'est le plus gros projet industriel d'Europe, c'est quelque chose qui nous dépasse en termes de temps, 100 000 ans, nous pour l'humain ça veut dire l'éternité. C'est compliqué de se représenter 100 000 ans. Alors déjà, se représenter les Romains, on ne sait plus trop, il faut qu'on aille visiter des vestiges à Narbonne par exemple, je ne sais pas, c'est difficile. Du coup, 100 000 ans, c'est vrai que c'est dur. Et peut-être parce que c'est trop gros, c'est peut-être pour ça, c'est tellement gros qu'on ne veut pas s'y attaquer. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que vous avez appuyé sur un interrupteur électrique, vous avez produit des déchets, ces déchets vont aller à CIGEO, donc vous êtes tous et toutes concernés. Mais peut-être aussi que c'est tout simplement qu'on nous a trop habitués à la fée électricité. Il y a peut-être quelque chose à creuser philosophiquement là, parce que finalement, EDF, depuis longtemps, nous présente l'électricité comme une fée qui fait notre confort, qui fait toute notre société moderne. Et c'est peut-être de ça, en fait, qu'on ne veut pas vraiment se séparer, et de ça un peu qu'on a honte, parce que quand même, cette fée, elle fait des cacas maléfiques, et donc on n'ose peut-être pas trop les regarder, on veut les enfuir à Bure, donc peut-être ça nous arrange que des apprentis sorciers se disent oui, on va les mettre là, tout va aller bien, ne vous inquiétez pas, on va refermer. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faut qu'on se soit désensorcelé de cette fée électricité, qu'on rouvre les yeux, parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure dans la conférence précédente avec Maxime Déné, et en fait, là, on est en train de dégouliner. Le climat, ça va pas bien. Et effectivement, c'est pas le nucléaire qui va venir sauver le climat. Donc, il est urgent d'arrêter de produire des déchets nucléaires. Et donc, on a besoin d'échanger avec vous pour avoir votre ressenti. Et puis surtout vous, là, on a amené un petit peu d'informations. L'infobure, une bande dessinée. Le Pourquoi Bure, on a fait une petite brochure qui raconte un peu nos parcours croisés. 2 enfants de la Meuse, une gamine et un gamin. Et puis c'est à vous, on compte sur vous. Alors, vous n'êtes pas nombreux. Ah si, vous êtes quand même une trentaine, mais si ce soir vous rencontrez d'autres personnes autour d'une bière, tiens, on m'a parlé de Bure, tu connais, et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser. Mais nous aussi, on a besoin de votre retour et de vos échanges qu'on peut initier dès maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Angélique ? Écoute, on peut, simplement rappelez-vous que Bure, il concentre à lui tout seul toutes les atteintes aux vivants, en fait. Voilà, c'est les atteintes contre l'eau, contre l'air, il y a l'accaparement des terres, enfin, il concentre toutes ces atteintes. Donc, on n'a pas d'autre choix, finalement, que de gagner, parce que la Meuse, elle est... Parce que la Meuse, elle est... fameuse. C'est du boulot, tout ça. C'est du boulot.
À la tienne. À la tienne, mec. Et alors, normalement, on a pas une chanson aussi? Alors oui, Attends, bien entendu qu'on a une il- chanson. On a une je vous chanson. assure. Alors une chanson que vous connaissez tous. Hein. Alors les paroles, c'est on est là pour arrêter CIGEO. Nous on est là. Savent pas quoi faire des déchets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués pour arrêter CIGEO. Nous on est là. Donc là, je vous l'ai lu. Maintenant, on va la chanter. Donc ça donne on est là. On est là. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. Savent pas quoi faire des déchets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. On est là. On est là. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. Savent pas quoi faire des déchets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. Allez! On est là. On est là. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. Savent pas quoi faire des déchets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. Ouais!